Mes chers collègues, notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit aujourd'hui ses travaux avec sa seconde audition de l'après-midi en recevant des acteurs de la distribution pharmaceutique, maillon incontournable de la chaîne d'approvisionnement en médicaments des plus de 21 000 officines françaises, mais aussi plus minoritairement de nos hôpitaux. Il nous a en effet paru important de tenter d'y voir clair dans le circuit de distribution des médicaments qui ne brille pas en France par sa simplicité. Du site de production à la pharmacie, les flux de médicaments sont en effet gérés selon diverses modalités. Les grossistes répartiteurs, premièrement, sont des établissements pharmaceutiques et ont des obligations de service public. Ils doivent desservir toutes les officines de leur secteur, livrer tout médicament de leur stock dans les 24 heures et détenir en permanence 90% des présentations de spécialités pharmaceutiques commercialisées en France, ainsi qu'un stock représentant 15 jours de consommation habituelle sur leur zone de chalandise déclarée, laquelle est soumise à autorisation du directeur général de l'ANSM. Deuxième type d'acteurs, les dépositaires. Ils ne sont pas propriétaires des médicaments dont ils assurent la distribution. En tant que prestataires de l'industrie pharmaceutique, ils agissent au nom et pour le compte d'un donneur d'ordre dont ils sont les sous-traitants. Leur mode de rémunération, donc leur équilibre économique, diffère à cet égard de celui des grossistes répartiteurs dont le modèle repose sur une marge réglementée fixée par les pouvoirs publics. Troisième possibilité, certains laboratoires vendent leurs produits directement aux officines, notamment, mais pas seulement, lorsqu'il s'agit de médicaments onéreux ou quand la population concernée est faible. À propos de cette relation directe entre laboratoires et pharmaciens, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine nous a parlé de pratiques commerciales, entre guillemets, puisque c'est une citation douteuse, ce court-circuitage des grossistes procédant paradoxalement d'un circuit plus long et plus complexe, moins transparent pour le pharmacien, et d'une dégradation de la qualité de l'approvisionnement. Vous nous direz ce que vous pensez de ces appréciations. La difficulté provient à la fois de cette coexistence de divers types de flux et du non-respect des obligations de service public pour certains grossistes, dits shortliners, qui portent atteinte à l'image de la profession. Ceux-ci, loin de détenir la collection requise, acquièrent des stocks pour un assortiment très limité de spécialités et les revendent à d'autres distributeurs, notamment au sein de l'Union européenne, créant de fait une concurrence entre les pays. Ils jouent ainsi du différentiel de prix entre le marché français et les marchés étrangers, et ce phénomène d'export parallèle est souvent cité parmi les facteurs de pénurie. Un des facteurs. Les dépositaires et les shortliners sont souvent pointés du doigt en ce qu'ils contribueraient à la déstabilisation du marché du médicament. Vous nous direz si c'est légitime. Afin de commencer de tirer tout cela au clair et en attendant d'auditionner la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, qui représente les grossistes répartiteurs d'envergure nationale, nous recevons aujourd'hui M. Anthony Puzzo, secrétaire général, et Antoine Puzzo, président de la Fédération française de la distribution pharmaceutique, la FFDP, qui est l'organisation représentative des grossistes répartiteurs régionaux et indépendants, représentant donc les opérateurs de proximité de la répartition, car l'enjeu du maillage territorial en matière de distribution du médicament et de lutte contre les pénuries est évidemment essentiel. Il s'inscrit d'ailleurs dans l'enjeu du maillage territorial de l'accès à la santé et à la bonne prise en charge sanitaire. Nous recevons également M. Frédéric de Girard, vice-président de la Fédération nationale des dépositaires pharmaceutiques, plus connu sous le nom de Log Santé, qui est accompagné de M. Germain Hézard, secrétaire général. La profession de dépositaire étant moins connue que celle de grossiste-répartiteur, son rôle étant peut-être moins clairement défini et soulevant davantage d'interrogations, il importait que nous vous donnions la parole. Je vais vous céder à chacun tour à tour la parole pour un bref propos introductif, et quand je dis bref, c'est bref, qui vous donnera l'occasion de nous éclairer très concrètement sur vos métiers respectifs et de nous présenter vos analyses et préconisations concernant la prévention et la gestion des pénuries de médicaments. Vous pourrez compléter ensuite en répondant aux questions de Madame la rapporteure et de nos collègues. Madame Laurence Cohen, donc rapporteure de notre commission, vous posera une première série de questions, et je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat
et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Anthony Puzzo, Monsieur Antoine Puzzo, Monsieur de Girard, ainsi que Monsieur Hézard. Je vous remercie et vais donc maintenant vous donner successivement la parole. Vous voudrez bien, le cas échéant, indiquer quels sont vos éventuels liens d'intérêt. Je vais commencer par Monsieur Puzzo. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de permettre à la Fédération française de la distribution pharmaceutique d'être auditionnée dans le cadre de cette commission d'enquête sur les pénuries de médicaments. Mais si vous le permettez, je vais présenter en quelques mots notre fédération. La Fédération française de la distribution pharmaceutique a été fondée le 12 février 2017 par le souhait de grossistes-répartiteurs régionaux et indépendants, soucieux de leur mission de santé publique, pour être une force de proposition auprès des instances régaliennes et des structures représentatives du monde pharmaceutique. Nous nous définissons en tant que régionaux par le fait que nous exerçons notre activité sur un territoire de répartition correspondant le plus souvent à quelques départements ou à une région. Cette localisation sur nos territoires implique une bonne connaissance de nos activités, de nos zones d'activité, en termes de maillage pharmaceutique, de patients et de population. La proximité que nous entretenons avec les pharmaciens d'officine nous permet d'avoir la connaissance de leurs problématiques. En outre, nous n'avons aucune ambition nationale. Également, nous sommes indépendants financièrement de toute structure ou groupe d'entreprises, ce qui nous confère une grande liberté d'action et de décision. Le sujet de la pénurie est un sujet auquel nous sommes confrontés tous les jours dans notre pratique quotidienne. Le grossiste-répartiteur est le pivot essentiel de la chaîne du médicament en tant que lien entre les laboratoires et les officines. Par sa position, entre ces deux maillons de la chaîne, il subit à la fois les problématiques de l'industrie pharmaceutique et celles des pharmacies d'officine. Notre activité est sous-tendue par des référentiels, notamment le Code de santé publique et les bonnes pratiques de distribution en gros, nous conférant une responsabilité qui se manifeste par nos obligations de service définies par ces mêmes textes. Alors, ces obligations sont, vous les avez rappelées tout à l'heure, Madame la Présidente, de livrer en moins de 24 heures toute officine faisant une demande dans la limite de notre territoire de répartition, de disposer de 15 jours de stock, de disposer des 9/10 des spécialités pharmaceutiques commercialisées en France et effectuer des astreintes conjointement avec nos confrères. En septembre 2021, la vigilance vis-à-vis des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, appelés aussi MITM, a été ajoutée. Aujourd'hui, la réalisation de ces obligations est impactée par les pénuries de médicaments qui se matérialisent pour les grossistes-répartiteurs régionaux de manière succincte. En premier lieu, les difficultés d'approvisionnement en médicaments auprès des laboratoires en termes de profondeur tout autant que de largeur. De par la définition juridique, le grossiste-répartiteur ne produit pas. Il ne peut que distribuer en l'état un médicament acquis auprès d'un exploitant pour le distribuer dans les mêmes conditions à l'officine qui en fait la demande. En d'autres termes, si je ne suis pas livré, je ne peux donc pas distribuer aux officines, malgré le fait d'avoir commandé le dit médicament. J'ajouterai que nous n'accédons pas toujours à la totalité des gammes des laboratoires, qu'on appelle communément la largeur, et que nous ne recevons toujours pas la quantité demandée, ce qu'on appelle aussi la profondeur. Ce dernier cas implique la notion de quota ou produit contingenté, de plus en plus drastique sur un nombre croissant de médicaments. Lorsqu'un produit est contingenté, nous disposons uniquement d'une quantité limitée octroyée par le laboratoire sur la base de nos parts de marché calculées à l'échelon national. Cependant, cette quantité contingentée ne couvre pas la totalité des demandes des pharmacies que nous livrons. Nous avons aussi constaté un allongement aléatoire des délais de livraison de certains laboratoires, augmentant ainsi la complexité de gestion des stocks. Également, nous rencontrons des difficultés à conclure des conventions avec des laboratoires de génériques pour disposer de leur gamme, nous limitant ainsi l'accès à des alternatives thérapeutiques pour une même molécule à des prix compétitifs.
À ce titre, et selon l'article L5121-29 du Code de santé publique, les grossistes-répartiteurs doivent être approvisionnés de manière continue et appropriée afin de leur permettre de remplir leur obligation de service public. Comme dit précédemment, nous sommes en lien étroit avec les pharmaciens d'officine qui nous font part de leur désarroi et de leurs difficultés à trouver les médicaments pour leurs patients, tout autant que du temps considérable passé à le chercher. Il est d'autant plus difficile pour nous, grossistes-répartiteurs, de répondre par la négative lorsque ces pharmaciens s'adressent à nous en espérant obtenir le médicament considéré. Difficulté accrue par le fait de lui expliquer que nous n'avons pas été livrés ou que le quota reçu des laboratoires ne couvre pas les demandes des officines. Dans la plupart des cas, nous sommes également dans l'impossibilité de fournir une date prévisionnelle de réapprovisionnement, car celle-ci n'est pas renseignée dans le DP Rupture. Malgré cela, nous essayons tant bien que mal de dialoguer avec les laboratoires afin qu'ils débloquent les quantités nécessaires, sur preuve de demande officinale, mais sans aucun succès dans la plupart des cas. Sur un plan économique, l'abaissement des prix des médicaments au cours des années a diminué notre marge. Notre rémunération ne repose que sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, autrement dit la marge. Celle-ci, à l'heure actuelle, est de 6,93%. Mathématiquement, la diminution du prix fabricant engendre une baisse de celle-ci en valeur absolue, alors qu'en parallèle, les frais d'exploitation et de transport augmentent. Voilà succinctement les difficultés rencontrées par les grossistes-répartiteurs face aux pénuries de médicaments. Même si le sujet est multifactoriel, quelques éléments pourraient contribuer à l'atténuer en ce qui concerne les grossistes-répartiteurs régionaux et indépendants. Le grossiste-répartiteur, de par sa position dans la chaîne du médicament, constitue le lien indispensable entre les exploitants et les officines de pharmacie pour la couverture médicamenteuse d'un territoire donné, donc à l'accès aux médicaments par la population. Lorsque le pharmacien d'officine passe par les stocks d'urgence pour obtenir le médicament concerné, les délais de livraison sont augmentés, alors qu'ils seraient réduits par les grossistes-répartiteurs qui sont à même de gérer l'urgence. Dans un souci d'efficience de la couverture médicamenteuse d'un territoire sanitaire, des stocks d'urgence devraient être présents au sein des grossistes-répartiteurs régionaux. La mise à disposition dans ces structures de proximité garantirait un accès rapide à ce type de médicaments aux officines et par extension aux patients. En outre, cette gestion de stock d'urgence via les grossistes-répartiteurs permettrait d'alléger les frais de stockage supportés par les exploitants. Ces stocks d'urgence seraient constitués à partir des stocks de sécurité des exploitants sur la base des parts de marché GERS respectives de chaque grossiste. Ces stocks doivent être gérés en région à l'instant de la demande de l'officine et non pas à partir d'une plateforme nationale rajoutant un délai supplémentaire de livraison. Cette gestion des stocks d'urgence implique une transparence vis-à-vis des autorités sanitaires, régionales notamment les ARS, notamment par la production des documents de vente et d'achat, afin de justifier les flux de produits. C'est déjà ce que nous faisons dans la gestion du Paxlovid avec Santé publique France. Les auditions précédentes ont mis en avant la notion d'anticipation des pénuries, notion que nous mettons déjà en application, notamment en adaptant nos rythmes de commande auprès des laboratoires, lorsque cela est possible, même si cela ne dure qu'un temps. Également, lorsque nous connaissons la date de réapprovisionnement du médicament communiqué par le laboratoire via le DP Rupture, nous faisons de même. Cependant, force est de constater que ces dates sont très peu renseignées sur cette plateforme. Dans cette même idée, il n'est pas rare que le pharmacien d'officine nous pose la question de cette fameuse date afin de pouvoir lui-même anticiper, information que nous sommes dans l'impossibilité de lui donner. Il devient aujourd'hui nécessaire que les informations de réapprovisionnement soient renseignées dans le DP Rupture afin de pouvoir anticiper la gestion des stocks des médicaments en pénurie tout en informant les officines. Mais si vous le permettez, je vais attirer votre attention sur des aspects plus économiques en lien avec la pénurie. Nos établissements pharmaceutiques sont des entreprises en pleine croissance, et cela malgré les difficultés évoquées. Cependant, elles sont assujetties au paiement de la taxe sur la vente en gros, plus communément appelée la taxe ACOS, calculée sur le chiffre d'affaires et son évolution entre l'année N et l'année N-1. Cette taxe comporte 3 parts, dont la première représente 1,75% du chiffre d'affaires de l'année N. Cette première part a fait l'objet de nombreux amendements pour abaisser son taux de contribution lors des différents projets de loi de financement de la sécurité sociale présentés annuellement.
Ces amendements ont été à chaque fois rejetés. La deuxième part est basée sur le différentiel entre le chiffre d'affaires en année N et celui réalisé en année N-1. Cette tranche étant taxée à hauteur de 2,25%, ce différentiel peut être négatif ou positif. Si cette seconde part est positive, elle est donc mathématiquement ajoutée à la part 1. Mais si elle est négative, elle est soustraite à cette première part, abaissant ainsi sa contribution. Excusez-moi, la thématique, c'est la pénurie de médicaments. Tout à fait. Je me permettrai de vous montrer le lien à la fin de mon explication. J'ai juste quelques Très bien. minutes. Voilà. Je vous remercie. Cette deuxième part engendre un impact préjudiciable important directement sur les grossistes répartiteurs régionaux et indépendants vis-à-vis de leur croissance. En d'autres termes, plus nos entreprises grandissent par l'augmentation de leur chiffre d'affaires, plus la contribution est importante. Les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs régionaux et indépendants grandissent, augmentent leur masse salariale tout en participant à la dynamique économique locale. Toute croissance nécessite logiquement une augmentation de ressources humaines, tout autant que financières, pour garantir leur développement, afin d'assurer leur mission de service public dans l'intérêt des officines et par extension des patients. Lorsque la part 2 est négative, notre fédération a proposé de la maintenir dans le calcul du montant de la contribution. A l'inverse, lorsque la part demeure positive, nous avons proposé de réaffecter son montant dans le financement de la formation des équipes et le recrutement de nouveaux collaborateurs. J'insiste, on voudrait vraiment comprendre la logique avec la pénurie de médicaments, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je vais la conclure dessus, si vous le permettez. Merci beaucoup. La pénurie de médicaments ne couvre pas uniquement la disponibilité des unités, mais concerne aussi sa mise à disposition aux officines et donc aux patients. Au vu des difficultés économiques citées précédemment, certaines officines situées dans des zones plus isolées verraient la fréquence de leur approvisionnement réduite au détriment du patient qui a besoin de son traitement. Madame la Présidente, voilà les éléments que la Fédération française de la distribution pharmaceutique a souhaité porter à votre connaissance, et je vous réitère bien évidemment mes remerciements, ainsi qu'à l'ensemble de la Commission de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet hautement important. Je vous remercie beaucoup. Je vous prie de m'excuser, mais je ne sais pas si je pense. Donc, Monsieur de Girard. Madame la Présidente, merci d'avoir précisé d'emblée la nuance très importante entre ce que sont les dépositaires et les grossistes répartiteurs, puisque ce ne sont absolument pas les mêmes métiers dans la chaîne logistique. Le dépositaire va être du côté du laboratoire, puisqu'il est sous-traitant pour ce laboratoire et va agir pour ordre et pour compte de ce laboratoire et exécuter ses commandes, exécuter ses réceptions, ses contrôles, ses stockages et ses préparations de commandes pour un territoire donné. Aujourd'hui, on assiste à une complexification de la chaîne de distribution, notamment en amont, puisque tous les produits sont fabriqués aujourd'hui dans des usines dans le monde, avec en route cause pour les pénuries, ou une des routes causes essentielles, le manque de capacité de ces usines, avec l'augmentation des demandes en Chine et en Inde, quand bien même ces pays-là produisent les matières premières. Donc manque de matières premières, notamment manque de fabrication de matières premières en Europe, ça c'est un point, manque de capacité de production du produit fini en Europe. Aujourd'hui, il y a des efforts de fait dans ce sens et différents grands laboratoires investissent sur leurs usines, quand ils en ont encore, sinon auprès de leurs sous-traitants, puisqu'il y a deux types d'approvisionnement. Certains laboratoires s'adressent à des sous-traitants de production ou produisent eux-mêmes. Certains distribuent eux-mêmes par le biais de leur structure dépositaire, c'est assez rare, ou externalisent chez les dépositaires. Donc, on monte un contrat de distribution pour une zone donnée. Aujourd'hui, les flux se sont complexifiés. On trouve des plateformes dépositaires européennes maintenant, aujourd'hui. Donc, implantées en France. Certaines sont en France, grâce à Dieu. Et donc, ces plateformes vont distribuer plusieurs pays européens. Ça, il faut le savoir. Mais le laboratoire gère ses produits en référence et en numéro de série aujourd'hui, ce qui est imposé par la réglementation, puisque tous les produits sont sérialisés. Donc, une des choses que l'on préconise, parmi d'autres, c'est de pouvoir faire de la différenciation retardée sur ce type de produit à rupture ou à risque, et éventuellement de pouvoir le différencier pour un pays en conditionnement secondaire, puisque les dépositaires ont la capacité de faire du conditionnement secondaire, différencié, pour éviter ou essayer de jouer sur les volumes de produits conditionnés en conditionnement primaire et les passer en conditionnement secondaire pour les différencier pour un pays.
Ça, c'est une des solutions potentielles sur les ruptures que pourraient apporter les dépositaires et au laboratoire et bien sûr au marché. C'est une des approches. Ce que j'ai vécu aussi sur une plateforme européenne, c'est que par exemple quand un produit avait un AMM en Belgique et ne l'avait pas en France, avec l'aide de l'ANSM, on a pu transformer le produit avec AMM dans un autre pays de la communauté, c'était la Belgique en l'occurrence, pour le mettre en distribution et lever une rupture sur un produit d'importance thérapeutique. Voilà, ça aussi, c'est une autre façon de pouvoir éviter ou de lever une rupture sur un flux très tendu. Voilà. Donc ça, c'est une autre piste aussi qui est jouable, mais elle est modeste, mais ça peut sauver des vies quand même, ça a été le cas. Voilà pour la position des dépositaires. Alors, dans l'escarcelle du dépositaire, au-delà de la distribution, le dépositaire peut proposer différents statuts au laboratoire, des statuts d'exploitant, d'importateur, d'exportateur, le grand export Afrique, par exemple, si on a des produits franco-français, à ce moment-là, la plateforme peut prendre en charge des distributions pour les produits francophones à l'export. Donc le dépositaire a plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc et cordes à son arc. Et donc, au vu de tout ça, peut aider et les laboratoires et les instances publiques à mieux gérer le dispatching des stocks. Donc ça, c'est une de nos approches. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les dépositaires, non seulement peuvent traiter les produits finis, prêts à être mis sur le marché, ou également traiter les flux d'API, de matières premières, pour ordre et pour compte d'un laboratoire pour certaines de ces usines. C'est ce qu'on appelle aussi la logistique amont du médicament. API, Active Principal Ingredient, les MUMP en français, matières premières à usage pharmaceutique. Voilà. Donc on voit que le laboratoire a plusieurs rôles à jouer pour aider le laboratoire à gérer ses flux amont d'une usine pour produire les médicaments produits finis et aussi les recevoir des usines dans le monde pour les redistribuer vers les marchés. Donc les marchés, c'est avant tout les grossistes répartiteurs qui jouent leur rôle avec les accords avec les laboratoires, mais là c'est de l'achat-revente, ou des ventes directes aux hôpitaux pour les grosses commandes, parce que c'est logique qu'un laboratoire optimise ses flux et pour les grosses commandes, depuis le dépositaire, va livrer directement aux hôpitaux, parce que c'est justifié. Et puis aussi, parfois, certaines grosses commandes à certaines officines, quand cela le justifie logistiquement parlant. Voilà un petit peu. Les flux amont dont il faut tenir compte dans ce schéma des pénuries, parce que s'il n'y a pas de matière première, in fine, il n'y aura pas de produit fini. Voilà. Donc, pour les pénuries, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant le Covid? Donc, avec la Santé publique France, donc, il a été monté une distribution, notamment pour les produits qui étaient en déficit. C'était les curares et les... Où est-ce que j'ai mis ma petite note? Les médicaments qui ont été utilisés dans les services pour la réanimation, anesthésie. Ah oui, pardon. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, les curares, les hypnotiques notamment. Donc, à partir du 27 avril 2020, donc, il y a eu un montage global qui a été mis en place entre Santé publique France et les dépositaires pour pouvoir acheminer certaines gammes de produits, d'abord pour les stocker en stock de sécurité et les dispatcher au fil de l'eau en fonction des besoins sur les hôpitaux. Voilà, donc il y a eu un décret et une instruction qui détaille ce schéma contractuel et opérationnel. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous préciser, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur le métier de dépositaire, qui est fort intéressant, méconnu par tous, parce que finalement, on est du côté du laboratoire,
On est rémunéré en ABC costing, son activity based costing, donc c'est à l'unité d'œuvre, quel que soit le produit. On traite des produits à 1 500 € la boîte ou à 10 € la boîte. On est payé à l'activité logistique. Donc on ne greffe pas in fine le coût du médicament et ça rentre dans le coût d'exploitation du médicament puisque nous, nos charges, c'est le laboratoire qui nous rémunère. Voilà l'intérêt du dépositaire. J'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur ce métier. Parfait. Donc on trouve des plateformes de 30 000, 40 000 mètres carrés européennes aujourd'hui, dépositaires. Donc ce sont des structures très importantes. Et elles sont si importantes qu'aujourd'hui, avec le ministère de la Santé et le ministère de la Défense, il y a eu le statut d'OIV qui a été attribué à certaines plateformes, comportant notamment certains produits d'une certaine liste, organismes d'importance vitale. C'est-à-dire qu'en cas de vicissitude extérieure, quoi qu'il arrive, les produits entrent et sortent de la plateforme. Voilà. Juste une petite question pratique, Madame la Présidente, si vous permettez. Est-ce que vous avez une obligation ordinale de diplôme Alors, tout à fait. Donc, les établissements dépositaires sont des établissements pharmaceutiques, comme c'est des établissements de distribution en gros, comme les grossistes répartiteurs. Ou... Donc, il y a toujours un pharmacien. Moi-même, je suis pharmacien responsable de ma structure. Pharmacien. Voilà. OK. Toujours. Pharmacien responsable intérimaire en cas d'absence du pharmacien responsable. Plus tout ce qui touche l'assurance qualité. Par exemple, on parle d'importation de médicaments à travers le monde. On colibère les produits pour un marché en Europe. Parce qu'un produit qui vient d'Angleterre, c'est l'export. Aujourd'hui, on l'introduit et on colibère avec le laboratoire le produit pour l'Europe. Si on est point d'entrée en Europe. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vais passer la parole à notre rapporteur Laurence Cohen pour une première salve de questions. Oui, merci messieurs pour ces précisions. Concernant les ruptures à proprement parler, comment le système Pharma ML qui a été créé en 2003 et géré d'ailleurs par les grossistes répartiteurs s'articule-t-il avec le DP rupture ? Et est-ce que finalement ces systèmes d'information permettent aujourd'hui d'informer suffisamment les acteurs de la chaîne des ruptures qui sont constatés par les pharmaciens? Dans les différentes auditions qu'on a eues, ce problème d'information est extrêmement prégnant, avec des grandes inégalités. Donc j'aimerais vous entendre sur cette question. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que effectivement vous avez une part de responsabilité, et sans jugement du tout, bien sûr, de valeur, sur ces ruptures d'approvisionnement? Par exemple, est-ce que vous procédez à des exportations parallèles, et quelle est l'évolution de l'exportation dans les activités, dans le chiffre d'affaires des grossistes répartiteurs et des dépositaires? C'est ma deuxième question. Ma troisième question, c'est le fait que l'Agence nationale de sécurité du médicament interdise régulièrement l'exportation de médicaments. Est-ce que le fait d'avoir cette disposition valide, selon vous, l'existence d'un lien de causalité entre exportation et pénurie? On sait très bien que les pénuries ont des causes multifactorielles, donc il n'y a pas un élément d'explication, mais comme c'est vous qui êtes auditionné, peut-être nous éclaircir sur cette donnée. Est-ce que vous pensez que les mesures d'interdiction temporaire de vente directe par les laboratoires sont efficaces? Est-ce qu'elles sont respectées? Mon avant-dernière question consiste dans l'existence de shortliners qui ne respectent pas l'ensemble des obligations, on en a parlé à plusieurs reprises, qui pèsent sur les acteurs de la répartition. Est-ce que ça vous paraît donc favoriser justement l'apparition de phénomènes de rupture? Et quelle est la part de marché que représentent ces shortliners qui disparaissent parfois au bout d'un an d'activité? On l'a pointé, nous,
au niveau y compris pas seulement de notre commission d'enquête, mais on l'a déjà pointé au niveau de la commission des affaires sociales dont plusieurs d'entre nous sont membres. Et enfin, la dernière question que j'aimerais vous poser, les grossistes répartiteurs se rémunèrent sur le prix du médicament. Faut-il à cet égard réformer les modalités de fixation des prix ou bien ou revoir le schéma de rémunération des grossistes répartiteurs? Je vous remercie. Très bien. Je ne sais pas dans quel ordre. On prend le même ordre pour répondre ou... Monsieur Puzzo. Oui, merci Madame la rapporteure pour ces quelques questions. Alors je vais surtout prendre la première, c'est, tel que je l'ai compris, c'est l'articulation du système EDI Pharma ML avec l'articulation du DP Rupture. C'est ça. Alors, moi, le pratiquant tous les jours, je n'ai pas vu de lien propre entre les deux systèmes informatiques. Le système Pharma-ML est un système de communication entre les officines et surtout les logiciels de gestion d'officines et nos systèmes à nous. Le DP Rupture, c'est une plateforme qui est administrée par l'ordre, qui est renseignée par les exploitants, mais il n'y a pas de lien en fait informatique ou quoi que ce soit entre les deux. Et des fois, bon, je dirais que c'est même deux choses pour moi différentes. Sur le DP Rupture, on voit effectivement les différents types de ruptures déclarées par les officines via les LGO, si je reprends ça. Sur le Pharma ML, c'est plutôt l'interrogation de nos stocks à nous par les officines qui vont voir si on a le produit ou pas, s'il est en manque fabricant, en manque rayon, s'il est en rupture ou s'il ne se fait plus. Mais pour moi, il n'y a pas de lien entre les deux, personnellement. Oui. Quand vous parlez de la part de responsabilité sur les ruptures d'approvisionnement, donc je dirais qu'on doit en avoir quelquefois dans la répartition, puisqu'on n'a pas toujours demandé un approvisionnement au bon moment. Donc oui, mais comme on est plusieurs répartiteurs en France, si nous avons mal agi à ce niveau-là ou mal commandé, un autre répartiteur, puisque le pharmacien en général a 2 ou 3 répartiteurs, va compenser. Donc ce n'est pas une cause de rupture pour moi à ce niveau-là. Je prends la partie MITM, donc les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur par rapport à l'export. On n'a pas, si des grossistes répartiteurs font de l'exportation ou de l'exportation parallèle, les MITM ne peuvent pas être exportés. Si jamais on le faisait, on aurait une amende qui correspond à un certain pourcentage très élevé de notre chiffre d'affaires et non pas sur le médicament en question. Donc il ne peut pas y avoir, à mon avis, de lien entre la rupture, l'exportation parallèle et l'MITM. Je peux me permettre de compléter ce propos-là. J'ajouterai aussi que dans le Code de santé publique, il est dit que nous ne pouvons faire d'exportation que lorsque nos obligations de service public sont réalisées. Donc il faut attendre déjà qu'on ait fait notre métier par rapport aux officines, qui est notre métier de répartiteur, avant de pouvoir faire de l'exportation éventuellement. Monsieur De Girard. Alors, pour les dépositaires, concernant le tracking sur les ruptures, nous sommes absents de tous les systèmes. Donc, Trosmed, c'est l'exploitant qui le gère. DP Rupture, ce sont les titulaires ou les exploitants d'AMM. Trackstock, ce sont les titulaires ou les exploitants d'AMM. On n'a aucune connexion et ça faisait partie de notre proposition. Parce que nous, on peut voir des signaux faibles dans nos flux, ce qu'on appelle des signaux faibles précurseurs de rupture, des commandes extraordinaires sur un produit à un moment donné qui dénotent des flux normaux. C'est ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. C'est ce que nous, on appelle des signaux faibles. Des retards de livraison sur un produit, parce qu'une usine a des problèmes d'approvisionnement en API, en matières premières. On a déjà un signal. Nous, on sent que ça se tend dans nos réceptions et dans nos flux. Voilà. Donc, puis, in fine, des diminutions de niveau de stock dans nos états sur nos plateformes. Donc, nous, ce qui nous semblait intéressant, ça fait partie de nos propositions, c'est si l'État pouvait monter un nouveau dispositif dans lequel seraient associés les dépositaires pour essayer de suivre ces signaux qu'on appelle des signaux faibles sur les tendances de stock et qui permettrait aussi d'éclaircir peut-être avec le laboratoire en amont ce qui se passe au niveau de leurs usines
Et plutôt que de subir une rupture, plutôt que essayer de la prévoir et d'essayer de mitiger le risque avec un autre flux de médicaments potentiels, avec un autre laboratoire ou ce genre de choses, pour une gamme particulière. Donc nous, on est absent dans tous ces trackings. Pour moi, ce n'est pas choquant dans le sens où on travaille pour le laboratoire, c'est le laboratoire qui gère tout cela en direct dans les systèmes. Maintenant, nous, avec ces signaux faibles, on peut présenter un certain intérêt pour prévenir ou sentir les futures ruptures qui se dessinent. Peut-être avec quelques routes causes, quelques causes racines. Les MITM, on les suit strictement. On suit strictement la législation. Donc, au niveau du dépositaire, on ne prendra aucun risque, et le laboratoire encore moins, de mon point de vue. Donc, la compliance est très importante dans le lien qui nous lie au laboratoire. C'est l'image du laboratoire qu'on peut atteindre par des dérives qui ne seraient pas conformes. Donc, et en plus, dans nos cahiers des charges, nos Quality Assurance Agreement, on est tenu notre responsabilité est engagée à ne pas suivre les directives du laboratoire. Donc, on exécute, conformément au cahier des charges, les demandes du laboratoire. Et lui, le laboratoire, doit référer au travers des systèmes de ces ruptures. Voilà. Oui, il faut bien comprendre, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, que le laboratoire reste propriétaire du stock. Et donc, le dépositaire agit d'ordre et pour le compte du laboratoire. Donc, il n'y a pas de propriété physique. Interdiction des ventes directes au laboratoire, par les laboratoires, c'était quoi cette question? Vous pouvez la répéter? C'est pour les shortliners, interdiction de vente directe aux officines? J'ai dit, est-ce que les mesures... Est-ce que les mesures d'interdiction temporaire de vente directe par les laboratoires sont efficaces et est-ce qu'elles sont respectées? C'est la question que j'ai posée, parce que je citais, en fait, je faisais référence à ce qu'avait dit le délégué général de la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, oui, à propos notamment de l'amoxicilline. Donc, je pourrais faire la citation à ce sujet si vous voulez. C'est pour ça que je vous posais la question. Et il y a deux autres questions auxquelles vous n'avez pas répondu. C'est sur les shortliners et aussi sur le fait que les grossistes répartiteurs se rémunèrent sur le prix du médicament. Et est-ce que donc il fallait réformer les choses ou pas? C'était les deux questions. Les shortliners, on ne peut pas répondre à leur place. Moi, je ne connais pas cette activité, en fait. Quand bien même, peut-être qu'on en sert, parce que le laboratoire nous demande de servir tel et tel type de grossiste. Et l'autre question, c'est pour les grossistes, leur système de rémunération. Ça, je ne peux pas m'immiscer dans leur stratégie financière. Interdiction des ventes au laboratoire, des ventes directes, ça c'est parce que vous avez bien compris, il y a des ventes directes, nous en faisons sur ordre et pour compte du laboratoire aux grosses commandes de pharmacie. En général, c'est justifié par le flux, donc des grosses commandes, c'est légitime de les livrer directement si la pharmacie a les capacités de stocker correctement les médicaments. Pareil pour les hôpitaux, donc ce sont ce qu'on appelle nous les ventes directes. Voilà. Non, je voulais juste, s'il y a un intérêt, comme pour citer la vente directe, c'est par le biais des stocks des dépositaires, c'est que vous avez un stock qui est un stock centralisé, et donc vous n'avez pas disons, de dilution de différents stocks au sein de différents entrepôts. Vous avez un stock qui est centralisé, donc tous les produits sont au même endroit, ce qui permet d'avoir accès à un plus grand volume, si on parle de médicaments qui sont en tension ou en rupture. Et après, la question des ventes directes, elle est aussi liée à la stratégie commerciale des laboratoires aux pharmacies d'officine, puisqu'elle, souvent, comme rappelait Frédéric de Gérard, elle est liée à des achats de plus gros volumes, donc avec parfois des remises commerciales. Oui.
Non, je disais que le fait de faire des ventes directes par le biais d'un stock dépositaire permet d'avoir un stock, le dépositaire a un stock centralisé, donc de faire dans un même endroit le stock de médicaments et donc de ne pas avoir de dilution de stock dans différents entrepôts qui seraient répartis sur la France. Et puis la question des ventes directes, elle sous-tend aussi la question de la relation commerciale entre les laboratoires et les pharmacies d'officine, puisque, comme le rappelait Frédéric de Gérard, il y a des plus gros volumes d'achat par les officines et donc peut-être des remises commerciales qui pourraient entrer en considération dans cet achat de médicaments par les pharmacies d'officine ou par les groupements ou les collectifs ou les enseignes de pharmacie. Un exemple, les produits génériques, historiquement, ça avait commencé par des ventes directes aux pharmacies. En 2001, dans les années 2000, 2001. Voilà. Donc les ventes directes aux pharmacies ont commencé notamment avec les génériques. Voilà. Parce que c'était Monsieur Puzot. Là, j'ai rien à ajouter puisqu'ils ont tout dit. Et la vente directe n'est pas interdite aujourd'hui dans la législation. Donc le laboratoire peut vendre en direct à la pharmacie. La question qui était pour posée, c'est MITM, qu'il y a eu un blocage réglementaire transitoire pour faciliter la gestion de stock et éviter qu'il y ait des flux parallèles qui créent une inéquité territoriale de répartition au gré des relations contractuelles directes entre un pharmacien ou une pharmacienne et enfin une pharmacie quoi, et un laboratoire. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein, nous, on demande, quand on demande par exemple des fois à certains laboratoires des produits en urgence pour un client, pour un pharmacien, le laboratoire nous dit « Donnez-moi le nom de la pharmacie et je vais le livrer en direct. » Voilà. Ce qui amène une moindre transparence sur les flux, quelque part. Si. Non, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque volonté. J'ai pas dit que c'était une question de volonté. J'ai dit une moindre transparence sur les flux, c'est-à-dire que s'il y a des flux parallèles en dehors de vos actions respectives sur les médicaments en tension ou en grande pénurie, c'est plus compliqué quand même de suivre l'état des stocks et la disponibilité. Voilà. D'où tous les systèmes mis en place pour essayer de traquer les tendances sur les ruptures. Okay. Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente, merci messieurs. Peut-être une précision pour répondre, voilà, une réponse de terrain, si ça vous intéresse Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Tout à fait. Oui, il y a eu à un moment donné des médicaments, allez, on va citer le paracétamol, qu'on ne pouvait plus commander à un laboratoire qui a été auditionné il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Pour les raisons que vous avez évoquées. Ou alors, on pouvait en commander de façon contingentée. D'accord. Par exemple, au lieu de commander 3 cartons, parce que vous aviez besoin de 3 cartons, eh bien, on était limité à 1 carton par officine, par exemple. Ou alors, toujours un médicament à base de paracétamol qu'on ne pouvait plus commander chez les grossistes répartiteurs. Ça a duré un temps, au moment où il y avait les plus fortes tensions pendant l'hiver. Là, les choses sont revenues un peu à la normale. Donc oui, à un moment donné, les choses sont imposées et s'appliquent parce que de toute façon, le laboratoire a la consigne de cesser ses livraisons en direct. Il n'a pas le choix vis-à-vis du ministère, ce que le ministère lui demande. Effectivement, pour pas qu'on ait des stocks qui soient un peu trop dispersés. Et puis, voilà. Il me semblait que vous ayez posé une autre question sur laquelle je voulais apporter des précisions, mais enfin, c'est pas grave, je reviendrai dessus. Messieurs, donc on a bien compris, vous n'avez pas, même si vous êtes 2 acteurs de la logistique du médicament, vous n'avez pas les mêmes métiers, exactement. Moi, je voulais vous poser une question, alors qu'on aurait pu poser aux industriels, et j'avoue qu'à l'époque, je n'ai pas pensé à leur poser, mais je vais vous la poser. Est-ce que vous avez le sentiment que les industriels aient favorisé plutôt les grossistes répartiteurs, à qui ils vendent tout de suite leurs médicaments, ou plutôt les acteurs dépositaires, puisque vous êtes un logisticien, vous travaillez pour le compte du laboratoire, mais quand le médicament est chez vous, il est toujours propriété du laboratoire, il n'est pas encore vendu. Donc, est-ce que en cas de pénurie, selon vous, les industriels ont favorisé un circuit plutôt qu'un autre ou pas?
Voilà, la question est ouverte. Est-ce que de votre côté, vous, en tant que répartiteur, en tant que dépositaire, vous avez appliqué des contingentements à vos clients? Alors, évidemment, je sais bien que les pharmaciens d'officine ou les hôpitaux que vous livrez, messieurs les représentants des dépositaires, ne sont pas vos clients. Mais est-ce que, à un moment donné, il y a eu des consignes de contingentement données par le laboratoire, ou à l'inverse, vous, grossistes répartiteurs, avez appliqué des contingentements par officine parce que vous étiez le numéro 2, ou au contraire, vous favorisiez un pharmacien pour qui vous étiez le premier fournisseur? Et puis, côté dépositaire, quelle part de marché représentent les hôpitaux par rapport aux officines? Ça, c'est une question qui vous est plus particulièrement destinée. Et également pour les dépositaires, est-ce que vous livrez pour le compte des laboratoires des MITM? Parce que peut-être pour les hôpitaux, pour les officines, ça me paraît un peu plus... mais bon, vous allez y répondre. Et puis, je sais, la précision que je voulais vous apporter sur une question que vous avez posée, mesdames, sur je vais vous donner un exemple. Un médicament qui est en rupture, qu'on ne peut pas avoir ni chez les grossistes, ni chez les dépositaires, ni encore moins chez les shortliners, qui n'a pas d'équivalent thérapeutique. Eh bien, effectivement, à un moment donné, le pharmacien peut appeler directement le laboratoire qui, à titre exceptionnel, parce que vous en avez besoin pour un patient, parce que le patient n'a plus un comprimé chez lui, le laboratoire va vous envoyer une boîte de médicaments. Ça se fait, il n'y a pas du tout, c'est en toute transparence, c'est qu'à un moment donné, il va non pas court-circuiter une chaîne du médicament, mais parce qu'on n'a pas d'équivalent thérapeutique, parce qu'il n'y a pas de générique, et parce que votre patient en a besoin, sans que ce soit forcément un médicament d'intérêt thérapeutique majeur, hein, on a vu le cas j'ai encore un médicament à l'esprit, eh bien, le laboratoire va vous dépanner de façon exceptionnelle dans l'intérêt du patient, et l'officinal recevra la boîte de médicaments sous 24 à 48 heures. Voilà. Ça, c'est possible, mais ça reste exceptionnel dans la chaîne d'acheminement, puisque les laboratoires, évidemment, privilégient la logistique qui est bien connue, avec les obligations qui s'imposent à chacun d'entre eux. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bruno, Émilienne Poumirol. Ah d'accord. Non, mais moi j'avais... je ne suis pas pharmacienne, donc je vais être moins précise. Juste deux petites questions. Vous avez dit, monsieur le répartiteur, que dans les propositions d'amélioration, on pourrait imaginer d'avoir des stocks d'urgence au niveau régional. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Vous avez parlé, vous, de grandes plateformes, les dépositaires, donc je n'ai pas bien compris comment ça pouvait être mis en place, ou si ça existait ou pas. Et la deuxième question, c'est sur ce que vous a demandé Laurence sur les exportations parallèles. Mais apparemment, ni l'un ni l'autre, vous le faites, donc d'où sortent les exportations parallèles dont tout le monde parle? Puisque si vous ne le faites ni les uns ni les autres, qui le fait? Donc moi, je vais compléter par une série de questions et après je vous laisserai répondre. Le reproche est fait sur l'absence à plusieurs reprises, sur l'absence de transparence sur l'état des stocks. Les laboratoires disent eux-mêmes que non, nous on a libéré, et c'est dans les stocks des grossistes répartiteurs. Et du coup, je voulais savoir si, à l'instar de ce qui se fait par exemple aux Pays-Bas, il ne serait pas judicieux qu'il y ait aussi un état régulier des stocks, y compris chez les grossistes répartiteurs et aussi dans les plateformes des distributeurs, même si j'ai compris que le lien était plus direct avec le laboratoire et que du coup le reproche vous était moins fait. Mais c'est vrai que l'état des stocks dans les plateformes logistiques, quelles qu'elles soient, est quand même un élément important, et voilà, plusieurs laboratoires ont évoqué cette question. Je vais réagir sur le dispatching Santé publique France avec les médicaments anesthésiques, et j'aurais aimé
D'abord, j'aimerais savoir si c'est reproductible, cette situation, avec d'autres médicaments en urgence. À partir du moment où on aura une liste des médicaments critiques, est-ce qu'on peut reproduire cette organisation en sachant que, je ne sais pas si c'est de votre fait, mais les palettes qui sont arrivées dans les hôpitaux avec des boîtes issues de plusieurs pays différents et des notices en langage différent, en écriture différente, des dosages différents, des concentrations différentes, ont quand même provoqué un risque iatrogène très important. Alors, c'était des anesthésiques, donc là, c'était vraiment... il y a eu beaucoup de boulot après, mais est-ce qu'il y a à prévoir une amélioration de la procédure pour qu'il n'y ait pas ce risque et qu'il y ait une espèce d'homogénéité des produits distribués de façon à ce que quand le pharmacien reçoit, en tout cas dans la pharmacie hospitalière, on n'ait pas ce problème. Et en tout cas, est-ce que c'est reproductible pour d'autres médicaments que les curares en l'occurrence? Est-ce que 15 jours, c'est suffisant? Voilà. Ou est-ce qu'il ne faut pas prévoir plus que 15 jours de stock pour vous? Voilà, aux Pays-Bas, c'est 2 mois également pour les grossistes répartiteurs. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des stocks? C'est un investissement, hein, puisque c'est de la logistique et des zones de stockage à prévoir, mais c'est une question qui se pose. Voilà, donc j'ai ces questions-là complémentaires auprès de vous, puisque l'objectif de la commission d'enquête, c'est d'améliorer la prise en charge des pénuries et donc d'être plus efficient encore. En sachant que pour les anesthésiques, quand même, il y a eu un arrêté ministériel qui a été nécessaire. Hein, donc, il y a eu quand même une procédure exceptionnelle. Peut-être qu'on pourrait avoir une procédure un peu générale qui pourrait dérouler au moment où une pénurie délétère apparaîtrait. Et je crois que Bruno Belin veut rajouter. Merci, Madame la Présidente. On a besoin, ça c'est essentiel, de l'écrire à un moment donné, de l'entériner dans nos travaux, effectivement, d'avoir une lisibilité, une précision sur les stocks et les flux des stocks. Ma remarque fait suite à l'intervention de Corinne Imbert vis-à-vis des dépositaires. Est-ce que, pour le dire correctement, vous n'avez pas le sentiment quand même d'être responsable mais pas coupable? C'est-à-dire, on va prendre l'exemple d'un médicament, le paracétamol avec Sanofi, qui vous dit on vend en grosse palette, en grosse quantité, et donc aux pharmacies qui ont de la trésorerie, qui ont la possibilité de stocker et de payer, au détriment des stocks ou du flux de stock des répartiteurs, et notamment ceux qui vont faire en milieu rural sur des officines plus petites qui ont moins de moyens, sauf qu'au bout du bout, ce sont effectivement des patients qui sont lésés, et il y a une vraie discrimination, employez le terme, puisque pourrait y avoir des stocks, les pharmacies qui auraient les moyens, et ceux qui n'en auraient pas ou de plus petites capacités économiques ou de plus petites capacités physiques n'auraient pas de stock et n'auraient pas de médicaments. Dans la pénurie de médicaments face à laquelle nous sommes toujours confrontés, on va parler au présent, et il ne faut pas nous parler du curare d'il y a 3 ans, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Est-ce que ça est arrivé? Est-ce qu'il y a eu ces choix et ces consignes de données? Vous êtes devant une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que ça a contribué à créer des carences pour certains médicaments et donc au détriment des patients? Dans quel ordre? On peut faire le... Il me semble que M. Puzou, je voulais répondre. Je vais me permettre de répondre aux premières questions qui ont été posées, si vous le permettez. Alors, sur favoriser certains grossistes par rapport à d'autres, alors moi j'ai la chance de représenter un grossiste répartiteur régional, donc je suis pharmacien responsable dans cet établissement. Je n'ai pas eu ce sentiment-là, personnellement, dans ma pratique quotidienne, mais au contraire, pendant une période, d'avoir moins de produits, malgré les demandes que je faisais et les justifications que j'avais, par rapport au laboratoire. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée par rapport à cette thématique. Vous avez dit abordé une des questions, est-ce que les grossistes répartiteurs ont été plus favorisés que les dépositaires? Alors, si j'ai bien compris, par rapport à l'approvisionnement en médicaments. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, je représente un grossiste répartiteur, je suis pharmacien responsable de ce grossiste répartiteur. Je n'ai pas vu, honnêtement,
eu cette notion d'être favorisé, je dirais même d'avoir été peut-être un peu même défavorisé, d'avoir moins de produits sur une période donnée, malgré les demandes de pharmacie. Moi, je suis MAGC Group dans le cadre de ma profession. Alors, pour le contingentement aussi qui a été posé, nous avons, alors ça c'est aussi une discussion que nous avons eue avec nos pharmaciens d'officine, justement, c'est un grand débat qu'on a fait pour savoir si on mettait des quotas aussi en tant que grossiste sur certains produits, dont le paracétamol notamment, le Doliprane entre autres, si je reviens là-dessus. Quand le quota est tombé des laboratoires et que nous, on recevait nos quotas, je dirais, de produits sur ça, on s'est rendu compte que les pharmaciens d'officine sondaient via le système EDI PharmaML nos stocks et prenaient tout. Donc, ils prenaient le carton complet, par exemple. Et ça veut dire que d'autres officines, en contrepartie, n'avaient pas de médicaments. Ça rejoint un peu aussi ce que vous... Voilà. On a discriminé. Alors, vous me permettez que je termine, monsieur le sénateur ? Donc, c'était une question qu'on a discutée avec certains. Ce qui nous a été remonté, là c'est ma pratique qui parle plutôt, c'est que le pharmacien préférait avoir moins de produits à sa commande, moins de Doliprane à sa commande, mais plus régulièrement. C'est-à-dire, lui, il ne voulait pas avoir, par exemple, un carton en début de mois qui lui fasse une semaine, mais plutôt que sur la totalité du mois, il puisse avoir 10, 20, 30 boîtes en fonction de ce qu'il était, pour pouvoir quand même satisfaire ses patients qui lui demandaient, et pas se retrouver au 20 du mois sans rien. Il y avait l'impression d'avoir un flux continu. C'était aussi cette raison pourquoi on les a mis en place. C'est des quotas qu'on évalue tous les jours avec mon équipe, et aussi avec les pharmaciens avec qui je travaille, on leur pose la question. C'est la proximité qu'on entretient. Est-ce que ça répond à la question par rapport à ce thème-là ? Voilà. Juste pour compléter, ce sont nos officines qui nous ont demandé à un moment donné de mettre en place des quotas pour eux. Non, mais la question qu'on se pose, c'est que à l'échelle de la France, est-ce qu'il y a un élément de régulation ? Parce qu'il y a vos officines, il y a les officines des autres, il y a les officines qui font en direct, des officines qui passent par les dépositaires. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut bien qu'il y ait un arbitrage quand il y a une situation de pénurie. Il faut bien qu'il y ait une règle du jeu. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la règle du jeu. On a un pays qui est fondé sur l'équité d'accès aux soins. En tout cas, on essaie de la maintenir vaille que vaille. Et ça, la pénurie, l'accès aux médicaments, ça participe de l'équité aux soins, du soin. Alors, cette règle du jeu, on a essayé de la mettre avec nos officinaux, avec nos propres clients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pilote dans l'avion exécutif au niveau national qui veille à ça. Non, mais justement, c'est la question. Ça, en fait, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas une question. S'il n'y a pas la réponse, c'est que ça n'existe pas. Merci beaucoup. Monsieur de Girard. Voilà, donc monsieur le sénateur, donc Sanofi déjà est son propre dépositaire parce qu'il sous-traite à personne leur logistique. Donc là, je ne peux pas parler en tant que dépositaire pour Sanofi. Par contre, bien sûr, on a d'autres produits. On parlait tout à l'heure des amoxicillines. Oui, les laboratoires nous dictent des contingentements, mais à équité, et c'est équitable par rapport au marché. Voilà, donc ça c'est ce que... Par rapport au marché, ça signifie quoi ? Par rapport aux grossistes surtout, puisque c'est quand même le plus gros... C'est pas par rapport aux besoins en matière de santé publique, c'est par rapport au marché. Je me suis mal exprimé. Par rapport au marché, c'est pour ça que je vous fais préciser. Oui, parce que notre marché sont les grossistes, les pharmacies, les hôpitaux. Donc le contingentement, essentiellement, les gros flux passent par les grossistes. Hein, donc c'est essentiellement pour les grossistes. Voilà. Et puis aussi éviter qu'il y ait du dispatching par ailleurs de produits. Hein. Donc vraiment, on subit des périodes de contingentement. Donc, voilà. Et c'est le laboratoire qui l'organise. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le contingentement. Donc ça existe. Hein. Voilà. Et on a bien entendu, ça existe, et c'est le laboratoire qui organise. Oui, tout à fait. Il y a aussi une possibilité, enfin, ça ne se fait pas de oui, vas-y Corinne Imbert. Corinne Imbert.
Oui, on n'est pas vraiment surpris. Alors, le contingentement par les laboratoires, nous le savions. Certains ont été faits à la demande du ministère. L'exemple du paracétamol en est un bel exemple. Mais il y a aussi donc, et vous nous l'avez dit, monsieur représentant les grossistes répartiteurs régionaux, il y a eu aussi une volonté donc de pas répondre à des commandes, j'allais dire, un peu trop importantes de certains officinaux, et justement de réguler la livraison par rapport à une forme de contingentement hebdomadaire, mensuel, je ne sais pas comment vous l'avez organisé, mais vous l'avez mis en place. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de contingentement possibles. Et si vous, dépositaire, ce n'est pas vous qui décidez du contingentement, parce que vous n'êtes qu'une plateforme de stockage et les commandes sont adressées au laboratoire et c'est vous qui faites la livraison. Vous recevez les commandes des officinaux, si on parle que de la pharmacie d'officine pour l'instant, et vous avez pu mettre en place, alors on l'appelle contingentement, on l'appelle régulation, mais à un moment donné, une répartition des livraisons de médicaments qui étaient sous tension, on est bien d'accord, hein, qui est une décision de vos entreprises, mais que je ne critique pas, hein, c'est juste pour éclairer, et ça peut se comprendre pour éviter ce qu'évoquait mon voisin, c'est-à-dire des discriminations, parce que telles officines auraient eu un pouvoir d'achat plus important que d'autres, ou plus rapidement livré que d'autres, et donc déséquilibrer l'accès aux médicaments à l'échelle, l'équité d'accès aux médicaments à l'échelle du territoire national. C'était juste le sens des questions. Juste, monsieur le représentant des dépositaires, vos parts de livraison hôpital-officine, vous l'avez non, oui, peut-être pas. On a fait une étude il y a 5 ans. Bon, qui date Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend oui, pas. nous avons fait une étude il y a 5 ans pour essayer d'objectiver tous ces flux. J'ai plus les chiffres en tête. Hein. J'ai pas mon PC, on parle de 95% des flux grossistes par les dépositaires à destination des hôpitaux, et entre 25 et 30% pour les flux à destination des officines. Je n'ai pas compris, excusez-moi. C'est 95 et 30, ça fait 125. Enfin, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je crois. 95% des flux des hôpitaux. Dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. 95% des flux des hôpitaux. Non, mais vous, quand vous recevez 100 boîtes, vous en envoyez combien à l'hôpital, combien à la pharmacie? J'ai posé une question dure. On a une étude, on pourra vous la faire suivre. Oui, on en aura besoin. Vous donner les Oui, chiffres. on vous remerciera. Et là, vu la croissance, ça reste la même chose. Parce que l'essentiel des flux de médicaments passe par les dépositaires et les grossistes. Ça, c'est l'essentiel des flux. Mais de chaque côté, vous avez les hôpitaux qui peuvent être livrés en direct par le laboratoire ou le dépositaire, ainsi que les officines. Voilà. Et donc, on a essayé de faire des ratios pour chaque flux. Après, ce n'est pas les mêmes médicaments, donc tout ça doit pouvoir... voilà. Donc, ça nous intéresse Ça pourrait vous aider dans votre compréhension des flux. D'avoir une plus grande compréhension pour plus de transparence et mieux comprendre. Parce que qui dit pénurie dit problème de stock, donc dit problème de dispatching, dit problème d'équité d'accès à certains médicaments. Et donc, si on n'a pas non plus une connaissance un peu plus technique de la façon dont fonctionnent les flux, même en ayant des contingentements ou une réglementation nationale, on ne peut pas s'assurer que l'effet derrière soit celui de l'équité d'accès aux médicaments, quoi. Donc on a besoin d'avoir cet élément-là. On voit bien que la chaîne logistique, on l'a vécu pour les vaccins, l'accès aux vaccins pendant la Covid. La chaîne logistique, c'est un maillon essentiel de l'accès. Tout autant que la fabrication. Parce que si la boîte arrive et qu'elle est bloquée dans un entrepôt, de la part du patient, c'est le même problème. Il n'a pas la boîte chez lui. Voilà. Sur la question que vous avez posée justement sur les curares, peut-être qu'effectivement ça date d'il y a 3 ans, mais la question est de savoir si un modèle similaire pourrait être adapté pour les médicaments critiques ou en cas de situation particulière. Et en l'occurrence, c'était des produits qui étaient détenus par l'État, gérés par Santé publique France, avec des dotations qui étaient remontées au niveau local en fonction des besoins, et dont le stockage et la distribution étaient assurés par les dépositaires. Donc c'est un modèle qui a fonctionné sur les curares et qui pourrait certainement être dupliqué à d'autres catégories de médicaments. Enfin, en réalité, quand on vous écoute, ça paraît extrêmement complexe et très, très, très compartimenté. C'est-à-dire, franchement, au fur et à mesure de l'avancée de cette audition, je ne suis pas sûre d'y voir plus clair qu'à mon entrée.
C'est peut-être moi qui ne suis pas suffisamment attentive, mais je suis très attentive quand même. Donc, parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes dans des compartiments et que vous ne vous parlez pas. C'est un peu... Et que, justement, enfin, là, il y a eu, entre nos questions, les questions de mes collègues, on a essayé de trouver le chemin. Parce que ce qui nous importe vraiment tous ici et toutes, c'est l'équité devant l'accès aux médicaments, l'égalité, quel que soit le territoire, quelle que soit la taille de l'officine. Et enfin, on vous pose des questions un petit peu différentes les uns et les autres, et en fait, ça devient de moins en moins clair. Donc, essayez d'être clair, concis, ça c'est la première chose. Et deuxième point, là, il y a une logique purement mathématique. Quand on vous demande un pourcentage entre l'hôpital et les officines, ça ne peut pas dépasser 100%. Là, c'est élémentaire, mon cher Watson, et donc, vous n'avez pas les tableaux et on ne vous en veut pas, mais en fait, il faudra nous les fournir dans le cadre de cette commission d'enquête pour qu'on voit la proportion des choses. Bruno Belin, et non, après... Vraiment, j'insiste et j'appuie l'intervention de la rapporteure, fort juste. On a besoin de savoir comment ça s'est produit et comment ça peut se reproduire. Moi, c'est ce qui m'intéresse demain. L'égalité, elle est incontournable, mais comment demain, ça ne peut ne pas se reproduire. Donc le curare, on a compris. Vous avez un besoin de 400 000 ampoules d'un coup, parce que personne n'avait jamais imaginé ça. Et donc ça s'appelle d'avoir des stocks de sécurité. Et les PCH sont faites pour ça. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui le quotidien. Le quotidien, c'est la maman qui vient chercher son flacon d'amoxicilline à qui on ne dit pas, parce qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre, Laurence, c'est qu'il y a un vrai volet économique. La petite pharmacie qui demande à recevoir 3 par 3 et toutes les dizaines, c'est parce qu'elle fait gaffe à payer sa décade ou à pouvoir payer sa décade. Alors que le dépositaire, moi je pensais que c'était coupable, mais pas, enfin responsable mais pas coupable. À un moment donné, on va se demander si on n'est pas chez Thénardier là, c'est-à-dire que il y a que les gros qui peuvent vivre, et puis parce qu'ils vont payer tout de suite. Et ça c'est un vrai sujet parce que ça casse le principe d'égalité à l'accès de la santé. Et ça c'est insupportable pour nous. Parce que ça veut dire que si vous êtes avec une toute petite pharmacie qui n'a pas de trésorerie, qui n'a pas les moyens d'avoir un peu de stock et qui a des difficultés, ben, il ne peut pas assurer le traitement de son patient. Donc voilà. Et puis alors effectivement, moi je suis un peu choqué, Monsieur Hézard, je ne sais pas quelle est votre fonction, j'ai loupé le début, hein, pardon, mais que vous ne puissiez pas nous dire que vous faites 75% et 25% à l'industrie, enfin 25% à l'officine, 75% à les hôpitaux, enfin que vous ne connaissiez pas les chiffres de votre distribution de votre secteur. Voilà. Monsieur Puzot, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à la notion de Santé publique France. Les grossistes répartiteurs que je représente, on participe encore aujourd'hui au Paxlovid, au même titre que nos confrères de la CSRP. Je pense que le modèle de transparence de stock avec des stocks d'urgence au travers d'un tiers de confiance qui peut être Santé publique France sur des médicaments en tension pourrait s'appliquer. On le fait déjà. Tous les mois, c'est moi qui m'occupe de remonter les chiffres de mes confrères qui me remontent leurs chiffres du Paxlovid, à qui ils ont vendu, ce qu'il leur reste en stock, ce qu'ils ont mis en quarantaine. Et j'en passe, que ça, c'est toute la partie logistique, et je communique régulièrement avec Santé publique France pour eux tous dans ça. Donc je pense qu'on pourrait, et je pense que c'est aussi un rôle du grossiste, c'est pour ça que notre fédération a souvent appuyé le fait de mettre des stocks d'urgence, déporter des stocks des exploitants qui sont déjà, je ne sais pas où, disséminés, déjà pour réduire le circuit, parce que comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, il faut... aujourd'hui, quand un patient demande un médicament, il faut qu'il l'ait, parce que c'est pas un bonbon, un médicament, si je puis dire, si je caricature. Il en a besoin, c'est vital pour lui. Il y a vraiment quelque chose pour lequel il en a besoin. Donc, il faut réduire au maximum ce circuit, et c'est pour ça que, pour moi, les grossistes répartiteurs doivent les avoir pour réduire ce délai de livraison et que l'officine l'ait tout de suite. Voilà, à ce moment-là. Donc je pense que cette transparence, on peut le faire. On le fait déjà dans le cadre de Santé publique France. Après, à définir comment, une plateforme informatique, un tiers de confiance, une procédure que vous avez mentionnée à plusieurs reprises, Madame la Présidente. Mais je pense que ça peut être possible. Mais par contre, sur un nombre précis de médicaments dit en tension. On ne peut pas le faire sur 6 000 ou 20 000 références. Voilà. C'était l'objet de ma question. C'est-à-dire que, en fait, c'est sur une liste limitative qui est en cours de constitution, de médicaments dits critiques et à risque finalement d'être en pénurie plus rapidement que les autres, y compris liés à la chaîne de fabrication, de pouvoir avoir une procédure un peu reproductible. Oui.
pour compléter, alors effectivement, le Paxlovid est un stock d'État. Je pense que c'est aussi la notion de stock d'État qui doit peut-être être étendue sur ces médicaments dits en tension et pas uniquement à ceux que l'on fait aujourd'hui, à ce moment-là. Par contre, ça implique pour moi aussi que dans ce cas-là, si nous, on joue franc jeu avec les laboratoires, eux le fassent aussi. C'est-à-dire que sur des besoins de produits importants justifiés, les laboratoires nous permettent de nous approvisionner en conséquence, je dirais de manière appropriée et continue dans ce sens. Okay. Merci, Madame la Présidente. En vous écoutant, effectivement, il n'y a pas d'anticipation alors. Parce que, ou alors il faudrait imposer stock de sécurité, ça on est convaincu. L'Académie nationale de pharmacie va travailler sur une liste de 100 médicaments pour vous donner un ordre de grandeur sur les 6 ou 7 000 spécialités que vous évoquez. Mais il n'y a pas aussi d'anticipation. Pourquoi on manque de Vogalène-Lyoc aujourd'hui? Excusez-moi, c'est un truc qui est aussi vieux que la Ve République, une forme galénique qu'on connaît depuis, pareil, une centaine d'années. Pourquoi on n'a pas de Vogalène-Lyoc aujourd'hui? On sort d'une période hivernale. Un truc à 2,18 €, un truc dans ce genre-là. Oui. C'est tout à fait ça. Oui, alors, je pense aussi que là, nous, on ne pourra pas répondre parce que nous, comme je vous l'ai dit, on ne produit pas. Donc, on reçoit le produit du laboratoire. Et qu'est-ce que vous dites, c'est la labo? Ah bah, quand moi, je les appelle, ils me disent on n'en a pas. Par contre, je sais que quand mes confrères officinaux les appellent, des fois, ils en ont un peu. Donc, on n'est vraiment pas, il n'y a pas égalitaire, ce système. Non, voilà. Donc, ça veut dire que la chaîne du flux du médicament a besoin d'être regardée avec attention pour au moins la comprendre et pouvoir réagir voilà, en situation d'urgence et de pénurie critique, quoi. Ce qui n'est pas simple, hein. Ce qui n'est pas simple. Corinne. Oui, juste une remarque pour amener une note un peu positive dans ce débat. Puisque vous évoquez la chaîne du médicament. Il n'y a pas que du négatif, on arrive sur des propositions. Oui, alors positif, pas forcément sur la question des ruptures et des ruptures d'approvisionnement, juste sur la chaîne du médicament que vous évoquez. Il y a quand même une sécurité de l'approvisionnement, non pas en nombre, puisque sinon on ne parlerait pas de pénurie, il n'y aurait pas cette commission d'enquête, mais sur la qualité du médicament distribué et acheminé de l'industriel à l'officine ou de l'industriel à l'hôpital. Et ça, il faut quand même le rappeler. Le trafic de faux médicaments au niveau international, je pense que c'est plus important que le trafic de drogue, selon certaines études qui ont été faites. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la sérialisation, c'est-à-dire un petit carré sur les boîtes qui donne une traçabilité de chaque boîte de médicaments qui est faite. Et voilà, il y a des choses à améliorer, on le voit bien en période de pénurie, évidemment, mais néanmoins, nous avons cette sécurité de la chaîne du médicament, cette traçabilité, la responsabilité des pharmaciens qui sont engagés, que ce soit chez les grossistes répartiteurs ou on l'a vu chez les dépositaires, qui est importante dans notre pays et qui fait qu'en France, jusqu'à présent, on n'était pas confronté à ce trafic de faux médicaments, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Voilà, je voulais amener cette petite note positive dans ce débat un peu tendu cet après-midi. Et puis, voilà. Non, on essaie de comprendre. Et donc, vous, dans les solutions que vous aviez évoquées, il y a les AMM qui pourraient être ajustés pour pouvoir gérer des stocks d'un pays à l'autre. Donc et c'est ce qui s'est passé. C'est passé pour le lévothyrox à un moment donné. Pour le lévothyrox. Oui. OK. La question des conditionnements multilingues que vous évoquiez aussi est aussi une piste. Il y a une solution simple qu'on voit dans certains pays, et il faudra qu'on l'écrive. Un QR code. Il faut qu'on retire les boîtages, parce que ça ne sert à rien d'avoir tout le flaconnage, ou tout, et on retire les notices. On va économiser du papier, ça va être aussi bon, ça, on a besoin de ça, exactement. Et on met tout le monde a un téléphone et peut lire un QR code. C'est déjà le cas dans certains pays. Et comme il y a des zones blanches et que tout le monde n'est pas agile avec ces engins-là, ces outils-là, l'idée c'est de pouvoir quand même s'adosser sur un réseau de pharmaciens pour pouvoir distribuer à la demande une notice papier. Mais c'est une réflexion au niveau européen aussi qui est nécessaire parce que on voit bien dans vos propos que la gestion des stocks au niveau européen est aussi un élément important puisque les flux s'arbitrent d'un pays à l'autre dans la distribution des laboratoires, on le voit bien, et que les effets de frontières, notamment en raison du prix du médicament, sont bien connus des patients qui vont se fournir de l'autre côté de la frontière. Donc, voilà.
Voilà. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez vous donner un élément complémentaire. Et la gestion des MITM est cette fois à destination des hôpitaux. Donc effectivement, de nombreux dépositaires mettent en place des permanences nuit et jour, le week-end et jours fériés, pour pouvoir servir des produits life-saving, comme on dit, pour les hôpitaux. Voilà, donc ça c'est quand même des actions qui sont mises en place. L'export parallèle, personne n'en a parlé, mais bon, c'est plutôt dans le domaine... Oui, mais c'était dans la question qui? C'était dans la question qui? Donc ça... Bon. C'est certain que d'avoir une vision globale des stocks, par exemple en France, oui, ce serait une approche exhaustive, de mon point de vue, ça Ouais. c'est sûr. En tout cas, ça manque. C'est un chaînon qui manque. Ça, une vision c'est globale important. des stocks et des flux. Quoi. La reproductibilité de ce qui a été construit avec Santé publique France, effectivement, ça pourrait être une nouvelle procédure à simplifier pour certains cas particuliers d'urgence T, de pandémie notamment, ou d'autres types d'urgences. Est-ce que c'est salvateur par rapport au pur? Ça, c'est un autre débat encore. Ça ne réglera pas le structurel, mais ça aura au moins un impact sur le conjoncturel. Oui. Voilà, ça permet de réagir à la situation d'urgence. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Sénateur. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va vous faire parvenir un questionnaire à compléter avec un certain nombre de sujets particuliers. Merci de cet échange. C'est une commission d'enquête, donc c'est un peu vif, une commission d'enquête, Oui, mais en même temps, on rebondit certainement. et on essaie d'avoir des éléments précis. Ouais. L'objectif, quand même, à l'issue, c'est d'avoir des propositions suffisamment efficientes et efficaces pour régler une partie des problématiques. On ne va pas réindustrialiser en un an, mais en revanche, on peut régler la question des pénuries qui traînent depuis une quinzaine d'années, qui vont croissant, qui s'aggravent et qui prennent un tour particulièrement dangereux du point de vue de la santé publique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Madame la Présidente.